Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Plon, chroniqueur des vrais penseurs, bienvenue à cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler hypothèque, courtage hypothécaire, plus précisément. Quoi de mieux qu'une courtier hypothécaire qui va venir nous parler de cette industrie, les pour, les contre. Est-ce qu'on s'en va tout avec un courtier indépendant? Est-ce qu'on se sauve en courant? On va tout savoir ça après avoir fait connaissance avec Sabrina Portillo. Bonjour Sabrina. Bonjour Dan, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. J'ai hâte de discuter hypothèque avec toi. Toi, ça fait longtemps que tu es là-dedans? Tu as l'air toute jeune, tu dois pas faire 35 ans, là. Ça fait pas 35 ans, effectivement, mais ça fait déjà un peu plus de 7 ans dans le domaine, ouais. OK. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette industrie-là? En fait, initialement, c'est un peu hasard. Un ami d'un ami qui me parlait de son métier, puis ça me semblait quand même assez intéressant. Puis du jour au lendemain, j'ai décidé de me lancer tête baissée dans l'aventure qui était toute une aventure, effectivement, au début. Puis maintenant, ben, ça commence à être le fun, la business est constante, on roule tous les jours, puis les hypothèques, on en voit de toutes les couleurs. Et toi, ça prend une licence faire ça, là. Moi, je peux pas demain matin dire je m'en vais courtier hypothécaire, ça a l'air le fun, là. Non. Pourtant, la formation est assez courte pour pouvoir le faire si quelqu'un voudrait le faire, mais on est régi par l'AMF, grosso modo, l'Autorité des marchés financiers au Québec. Donc, on a des licences, on est supervisé, notre pratique est toujours supervisée et on a également de la formation continue à faire à tous les 2 ans. On doit remplir X nombre d'unités de formation continue. Là, j'ai quelques questions pour toi. Premièrement, je veux que les gens sachent, et puis le cas échéant moi-même, les avantages de faire affaire avec un courtier en hypothèque. C'est comme ça qu'on appelle ça, un courtier en hypothèque? Un courtier hypothécaire, oui. Un courtier hypothécaire, plutôt que de faire affaire avec sa banque. Parce qu'à la banque, ben, des fois, le service est so-so. On t'envoie au bureau chef s'en occupe pas. Bref, moi, j'en ai vu un peu de toute couleur. Euh, c'est quoi les avantages de faire affaire avec un courtier hypothécaire? Mais si on va à la source, en fait, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que des conseillers bancaires sont des généralistes. Donc, ils vont pas être spécialisés en hypothèque. Ils vont faire un peu de compte bancaire, un peu d'hypothèque, un peu de carte de crédit, un peu de placement, mais il ne sera pas nécessairement un expert en hypothèque. Versus nous, les courtiers, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ne travaille que d'hypothèque. On ne parle pas de compte bancaire, peut-être un peu, mais c'est pas notre dada. On fait pas de carte de crédit. On va parler de crédit, mais on va pas faire de vente de propositions de crédit autre que l'hypothèque. Donc, en fait, on est vraiment des experts là-dedans. Puis, le fait qu'on soit détaché des institutions financières nous permet d'avoir accès à un éventail, pardon, de programmes, peu importe la banque. Donc, en fait, il y a plusieurs programmes dans plusieurs institutions financières que ce n'est pas toutes d'entre elles qui le font. Donc, parfois, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des clients qui ont été refusés à leur banque pour une raison X et à la banque Y, ça fonctionne sans problème. Donc, l'avantage, c'est qu'on a accès à ces services-là. Puis, on est 100% indépendant. Donc, on n'a pas de préférence du côté bancaire avec ça. Et les banques nous commissionnent à la toute fin des dossiers. Donc, il n'y a pas de frais pour nos services, qui est super avantageux. Puis, l'avantage de la banque aussi, c'est qu'elle, elle acquiert une business à la pièce. Donc, au lieu de payer un conseiller en succursale 40 heures semaine, bien, ils vont nous commissionner sur le montant du prêt hypothécaire. Ça fait l'affaire des banques de dealer avec des courtiers indépendants. Euh, Puis si je peux mais ajouter un petit quelque chose aussi, il y a oui, plusieurs banques. Au début, quand j'avais commencé, on était limité par le nombre de banques qui faisaient affaire avec nous. Et de plus en plus, les banques commencent à rentrer dans le courtage hypothécaire parce qu'ils voient en fait la business qui demeure là. On a des grandes banques en fait qui vont rentrer dans le courtage en 2025 et il y a des oui-dire que d'autres institutions financières aussi pourraient faire leur apparition sur le marché québécois. mais il y a des banques aussi, je pense, qui ont développé leur propre courtier ou C'est comme plus faire des concurrence un peu, mais ils font affaire juste avec eux-mêmes, finalement. Exactement, c'est qu'ils vont être payés à la commission, mais c'est vraiment un représentant de la banque Y qui va vendre les produits de la banque Y. Donc, dans ce
cas-là, c'est oui, ils vont être un peu plus spécialisés dans leurs produits hypothécaires, mais ils vont quand même garder leur niche. Ils vont être limités par le choix de produits également. Admettons que moi, je te contacte parce que mon hypothèque approche l'échéance, le terme approche. Euh, Toi, ce que tu fais, tu t'en vas au hasard à n'importe quelle banque ou tu as tes chouchous ou bien tu regardes ce que le client veut? Parce que souvent, on entend dire il n'y a pas juste les taux, mais dans la tête du monde, Ça dans tourne ma autour tête, des en tout cas, c'est les taux le numéro un. Oui. Mais comment tu fonctionnes, toi, en tant que professionnel? Bien, à prime abord, j'offre toujours un premier rendez-vous qui dure environ entre 30 minutes et 1 heure pour voir c'est quoi les besoins. Est-ce qu'on parle d'un renouvellement d'hypothèque ou un refinancement? Est-ce qu'on veut acheter autre chose? Est-ce qu'on veut vendre? Fait qu'il y a plein d'enjeux qui viennent déterminer le choix hypothécaire. Une fois qu'on fait l'entonnoir sur les besoins de la personne, bien, ça va nous diriger vers un ou deux ou trois choix de banque selon les taux d'intérêt. On va choisir la banque qui convient le mieux selon le profil de chaque personne. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas nécessairement, on ne travaille pas toujours avec la même institution financière. On essaie de garder notre inventaire ouvert pour justement placer les gens aux endroits où ça va bien fitter. Tu disais tantôt, des fois, ça fit avec une banque, ça passe avec une banque, ça passe pas avec l'autre. Tant ils ne sont pas tenus par la loi de fonctionner avec des ratios. Les ratios, c'est-tu juste un genre de barème ou le gouvernement fédéral a le nez là-dedans? En fait, non, les ratios sont limités par les banques en tant que telles. Eux, les institutions financières prennent quand même 100% du risque. Donc, en réalité, la banque qui prête l'argent, c'est elle qui détermine si elle prend le risque de perdre cet argent-là ou non. Et chaque institution financière a des programmes différents. Justement, des programmes pour travailleurs autonomes qui vont être complètement différents de ce qu'on connaît où on fait juste fournir un talon de paie T4. On va parler vraiment de produits d'autodéclaration pour des travailleurs autonomes. On a des programmes pour les retraités où les institutions financières permettent d'aller à des ratios beaucoup plus élevés. On a des programmes pour des médecins aussi où ils ne font même pas encore un salaire temps plein permanent, qu'on peut projeter un revenu, puis en réalité, ce n'est pas le salaire qu'ils vont faire aujourd'hui. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui fait que oui, dans le standard, on a des barèmes similaires partout, mais il y a des programme qui fait qu'on peut aller à l'extérieur de cette boîte-là aussi. Dans le contexte que les taux d'intérêt descendent, au moment où on se parle, on s'attend à une baisse des taux, là, la baisse des mois d'octobre, probablement un demi-point, un quart, un demi. Bon, les taux courts commencent à descendre tranquillement. Les taux 3 ans, je regardais ça, là, c'est taux, tu sais, c'est dans le 4,5, etc. Moi, je check les taux obligataires aussi parce que souvent, c'est Exact. symétriquement semblable à l'évolution des taux obligataires, là, 3 ans, 5 ans, etc. Mais dans un contexte que les taux descendent, là, on nous prévoit que ça pourrait descendre jusqu'à l'été 2025, etc. Donc, est-ce que les gens qui t'entendent, qui sont en plein milieu de leur terme, est-ce qu'ils ont un avantage de dire, ah ben, j'aime bien ce qu'elle dit, je vais essayer ses services, ou sont mieux d'attendre à la fin de leur terme avant de faire le move? La réponse, c'est ça dépend. Il n'y a pas de recette magique à travers tout ça. C'est vraiment selon où on en est rendu dans notre terme. Première des choses, on va démystifier en premier lieu la baisse des taux. Oui, on annonce des baisses de taux d'intérêt, mais il faut regarder, en fait, la Banque du Canada, quand elle annonce une baisse de taux, ça l'affecte seulement les taux variables. Donc, ça, c'est numéro un. Numéro deux, les taux fixes, en fait, sont basés justement sur les marchés obligataires dont tu parlais. Un se suit beaucoup dans la courbe de descente et l'autre dans une courbe de montée, c'est la même chose. Par contre, les taux ne bougent pas au même rythme et de la même façon. Donc, quand on parle de baisse du taux directeur, eh bien, c'est les gens qui sont à taux variable qui vont profiter de cette baisse-là. On n'attend pas nécessairement aujourd'hui de baisse drastique sur les taux fixes. Et juste pour comparer, le taux variable aujourd'hui moyen est à 5,7 et le taux fixe moyen est à 4,5. Donc, on a déjà un écart de 1,20 entre les deux. Donc, ce qui fait que ce 0,50-là ne devient pas nécessairement pertinent parce que la plupart des gens ont pris le fixe déjà au départ. Donc là, ça va être de voir comment la suite des choses va continuer de découler. Mais en date d'aujourd'hui, un n'est
pas nécessairement meilleur que l'autre et la baisse ne changera pas grand-chose temporairement sur le marché. Il y a un type qui lui-même a acheté une maison avec sa blonde. Ils se sont fait prendre. Il travaille dans une institution financière. Il s'est lui-même fait prendre à signer à taux variable, style en 2022. Ouais. Et puis, il n'a vu que des intérêts monter. Ouais. On parle de 3 000 d'intérêts par mois là, qui sont débités avec le paiement hypothécaire. C'est quand même sérieux. Mais là, le taux variable versus le taux fixe, le taux variable pourrait redevenir tentant. Donc, peux-tu, sans donner De prédiction. consulter un expert, là, sans t'engager professionnellement, là, c'est une discussion. OK? Donc, est-ce que ça pourrait être tentant d'aller vers le taux variable, même s'il est un peu plus haut, dire, bon, ben, ça va descendre. Jusqu'où ça va descendre, personne ne le sait. Comment tu vois ça? Personnellement, je crois qu'encore une fois que chaque cas va avec chaque profil. J'ai des clients qui sont 100% variables et vont rester 100% variables parce que eux, ça ne les inquiète pas les baisses ou les hausses. Mais des clients, par exemple, je vais donner un exemple typique, un premier acheteur qui met tout son argent sur sa mise de fonds, qu'il sait qu'il est capable de payer le taux fixe, mais le variable, déjà, le paiement est plus élevé. Et il va tout de suite se fixer puis avoir la tête tranquille pendant les 3, 4, 5 prochaines années. Versus quelqu'un qui est capable de prendre un peu plus de risques et jouer avec le marché va probablement choisir un variable dans ce cas-là. Mais est-ce qu'il y a une bonne formule ou une mauvaise formule? La réponse est non. C'est de voir le profil en date d'aujourd'hui, comment on se sent à l'aise avec les deux choix. Je pense que c'est juste ça qui détermine où est-ce qu'on va se situer à ce moment-là. Est-ce que les gens doivent. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils t'approchent 3 mois avant, 6 mois avant, une semaine avant, la fin du terme? C'est quoi le bon client là, qui check Le ses bon affaires? timing est toujours, moi je dirais, un 4 mois d'avance. Parce que c'est là où les banques commencent à faire les rappels sur les renouvellements. 4 mois d'avance, comme ça on peut prévoir où est-ce qu'on va commencer le dossier. Parce qu'en réalité, de notre côté, ça peut prendre 3 à 4 semaines faire les transferts d'institutions financières. Donc, il faut s'y prévoir quelques semaines d'avance. Puis en prévoyant ça 4 mois d'avance, bon, on se dit, bon, ben, gars, on se rappelle à une date X, on voit comment les taux bougent ou on réserve tout de suite si on est dans une période de hausse. Donc, 4 mois, c'est la formule magique. Puis dans tous les cas, il va y avoir des suivis là-dedans pour voir où est-ce qu'on s'en va. Dans le meilleur des mondes, on n'appelle pas 2 semaines avant parce que ça commence à être un petit peu serré pour pouvoir donner des conseils à ce moment-là. Est-ce que tu peux me donner des exemples? Ben, juste une autre question. Euh, Au niveau du taux, quelqu'un qui s'est engagé à taux fixe, exemple, qui a signé 3 ans, il y a 1 an et demi, puis que, bon, je sais pas, moi, c'est 5,5, 5 3/4%, whatever. Est-ce qu'il peut avoir un intérêt de s'en aller avec quelqu'un comme toi ou de toute façon, il est foutu avec les pénalités? Parce que là, quand tu brises ton hypothèque, que ce soit pour dire, moi, je m'en vais avec une autre banque, que ce soit parce que j'ai vendu ma maison, euh, donc, la pénalité, tu t'en sors pas, right? Malheureusement, à moins qu'on ait un timing impeccable et qu'on soit vraiment sur la date de renouvellement, par exemple, lors d'une vente, il y a toujours des pénalités ou des frais. On s'en sort pas. Les banques sont bien barrées avec leurs contrats puis ne laissent pas partir personne sans payer ses dus. Ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment un calcul de rentabilité. Dans le cas d'une vente, ben, malheureusement, on n'a pas 1000 choix. Il faut payer la pénalité, mais dans le cas où on peut faire un changement d'hypothèque. Il nous reste 200 000 d'hypothèque, il reste 1 an et demi au contrat, puis on veut voir si ça vaut la peine de faire un transfert pour avoir un taux plus bas, par exemple. Il faut faire les calculs. Donc, moi, je demande à chacun de mes clients, appelez votre banque, demandez la pénalité en date d'aujourd'hui si on brise le contrat, puis on compare avec les taux du marché si ça vaut la peine cette économie-là ou pas versus le terme qui reste. Ce qui risque d'être de plus en plus difficile à faire puisque quand les taux baissent et qu'on a signé un taux élevé, mais les pénalités, en fait, sont assez salées. Donc, c'est assez rare qu'on peut casser en milieu de contrat une pénalité qui vaut la peine, par exemple. Toutefois, encore une fois, ça va dépendre de l'institution financière avec laquelle on est, parce qu'on a les grandes institutions financières qui sont des banques à charte qu'on connaît tous, là, les bannières bleues, vertes et jaunes. Eux, en fait, ont les pénalités les plus salées du marché versus les prêteurs virtuels que peut-être
connaissent déjà, qui ont déjà fait affaire avec des courtiers, que eux, leurs pénalités ne sont pas basées nécessairement sur les mêmes taux affichés. Donc, les pénalités vont être beaucoup moins chères, ce qui fait que dans ces cas-là, on a des fois plus d'opportunités avec les prêteurs virtuels. Ben, tu parles des taux affichés, là, parce qu'on va en revenir sur les pénalités, là. Mais les taux affichés, là, puis les taux qu'ils appellent négociés, là, est-ce qu'il y a encore du monde qui signe leur hypothèque sans poser de questions et puis mettre la signature en bas d'un contrat ou c'est le taux affiché qui est sur le contrat? Est-ce que ça existe encore? En toute franchise, les taux affichés ne sont plus nécessairement offerts. J'ai rarement vu des banques qui ont juste envoyé des offres de taux affichés à leurs clients. Ça ne se fait plus. Là. Ils savent que le marché est beaucoup plus agressif, que les gens vont plus voir Madame X à la banque du coin qui connaît depuis des années. Fait que les gens regardent un peu plus avec l'accessibilité aussi à Internet. Les taux affichés, c'est vraiment juste les taux de base sur lesquels les banques vont calculer le taux d'intérêt qu'ils vont donner au contrat. Donc, si par exemple le taux affiché est à 6 et qu'on signe un contrat à 4,5, donc c'est le taux affiché moins 1,5, tout simplement. C'est ça qui va être mentionné sur notre contrat. Ça ne veut pas nécessairement dire que les gens signent ça. J'ai déjà vu des clients arriver avec des hypothèques qui étaient encore à du 10-12 parce qu'ils ont laissé aller leur hypothèque pendant des années, mais c'était un cas sur 1000, mettons. Hein, les taux affichés, est-ce que ça ne sert pas aussi les banques pour les pénalités? Parce que les Exactement. pénalités, c'est que quand les taux descendent, parce que quelqu'un qui a signé, exemple, je ne sais pas moi, 4 ans à 5,8 là, il y a 2 ans, un an et demi, peu importe. Et puis, il a signé à 5,8. Et puis là, 2 ans plus tard, en octobre 2024, la personne décide que rupture de contrat. La banque, elle, ça ne fait pas son affaire parce que maintenant, parce qu'elle, il reste 2 ans. Donc, elle a dit, moi, je vais regarder le taux 2 ans. Ils font un différentiel de taux et c'est là que il peut y avoir des surprises. C'est sûr que là, mon exemple est peut-être moyen parce que les taux courts sont un peu plus hauts. Ouais. Mais c'est vraiment dans un contexte que les taux descendent où la pénalité peut être salée, hein, c'est ça? Exactement. En fait, c'est lorsqu'on signe des taux élevés et que les taux chutent par la suite, c'est l'écart entre le taux affiché initial et le taux affiché d'aujourd'hui sur le terme restant. Donc, par exemple, le taux affiché est à 6,5 et maintenant il est à 3 ben, on va payer 3,5 fois le nombre d'années restantes. Donc, s'il reste 3 ans au contrat, on va payer 3,5 fois 3 ans. Là, je fais ça grossièrement, là, juste pour que ce soit simple à comprendre. Donc, la pénalité peut être extrêmement élevée dépendamment du solde hypothécaire restant. Est-ce qu'on peut retracer facilement quel était le taux affiché quand on a signé l'hypothèque ou ça disparaît complètement Ça du web? disparaît. En fait, c'est sur les contrats de chacune des personnes qui ont signé lors de leur renouvellement hypothécaire ou lors de l'achat. Fait qu'il faut aller retrouver ces papiers-là que souvent, pas tout le monde garde très près, là. Moi, Sabrina, j'aimerais que tu me donnes des exemples de gens qui ont fait des bonnes affaires avec toi là, versus s'ils étaient restés passifs, je dirais, avec la même banque et venez signer Monsieur X, Madame Y, là, c'est la date du renouvellement. As-tu des exemples à nous donner là, concrets? En renouvellement, un peu moins parce que, en fait, les banques ont misé beaucoup sur l'acquisition de nouveaux clients pendant un certain temps. Donc, tout ce qui était achat, tout ce qui était aller chercher de la business de d'autres institutions financières. Donc, ils offraient des taux beaucoup plus agressifs pour l'acquisition de nouvelles clientèles. Tandis que dans les 2 dernières années qu'on a vues, les banques ont changé un peu leur fusil d'épaule puis se sont dit, bien, on a déjà une bonne base de clients, pourquoi pas justement offrir des taux plus intéressants à nos renouvellements. Donc, dans les 2 dernières années, les banques restent quand même assez agressives pour les renouvellements, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au fait, il y a 4 ans environ, ma plus grande clientèle était des renouvellements d'hypothèques parce que justement, les banques ont omis de miser là-dessus. Ça a changé un petit peu. Toutefois, il peut y avoir quand même des écarts de 0,10, 0,15, 0,20 dans une autre institution financière, dépendamment des promotions à ce moment-là également. Est-ce qu'il y a encore la propriété, est-ce que c'est encore accessible pour un jeune couple là, aujourd'hui, là, automne 2024?
un jeune couple là, qui viennent de faire 2 ans en appart, ils ont 26-27 ans. Ils peuvent envisager des maisons qui valent combien? Parce que je lisais que le pourcentage du budget qui va au logement par rapport à 2021-2022 est énormément monté. Là, c'était une étude, je pense, de la RBC que je lisais l'autre jour. C'était comme ça a passé de 40 à 60 du budget du monde en général, en moyenne. Pour des jeunes, est-ce que c'est accessible? Est-ce que, je ne sais pas, moi, des jeunes qui gagnent, ça dépend de chaque cas, mettons qu'ils gagnent 40-50 000 par année, là, ils commencent dans la vie. Est-ce qu'ils peuvent envisager de s'acheter une maison, un bungalow moyen, là, puis qui va valoir 400 000 Ouais. à Saint-Eustache, dans le vieux quartier, exemple, ou sont mieux d'oublier ça et d'attendre? C'est une question à double tranchant parce que ça dépend vraiment du profil de chaque personne, encore une fois. C'est sûr que le prix des maisons a explosé, comme tout le monde l'a vu. Je pense pas qu'on se dit de secret là-dessus. Mais effectivement, ça a coupé l'herbe sous le pied de plusieurs premiers acheteurs et surtout les plus jeunes. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont un peu moins d'actifs, ils ont moins de liquidités. Les emplois sont récents, on n'est pas nécessairement au cap qu'on peut avoir comme revenu. Fait que oui, ça a coupé l'herbe sous le pied de pas mal de personnes. Je pense que c'est un projet qu'ils vont remettre à plus tard, tout simplement parce que justement, les prix ne sont pas accessibles. Puis là, on parle d'un bungalow, mais c'est pas tout le monde qui veut vivre en condo, même si on paye un peu moins cher aussi. Fait que des fois, c'est vraiment de déterminer où on en est qu'on peut se le permettre. Mais dans tous les cas, s'il y en a beaucoup de jeunes qui achètent en ce moment, soit seuls, en couple, beaucoup, là, seuls, ça arrive très peu, mais des couples vont acheter ensemble. Ou sinon, on voit beaucoup la famille s'impliquer dans les achats aussi. Donc là, on parle de dons de mise de fonds, de co-signataires. Pourquoi? Bien, parce qu'ils savent la réalité d'aujourd'hui est un petit peu plus corsée qu'elle l'a déjà été, là. Et dans le contexte justement de nouvelles hypothèques, moi, il y a quelque chose qui me chicote, c'est la notion de prêt garanti versus prêt non garanti. En fait, Et c'est pas parce que ben, c'est avec le temps, là, j'ai bien vu avec les gens, des fois, qui me posent des questions ou qui me soumettent leur dossier, que quand tu as un prêt garanti, le taux va être, tu me corrigeras, là, va être en général moins élevé. Par contre, celui qui a plus de cash, qui met plus que 20% de la valeur de la maison, le prêt va être non garanti, mais va se retrouver avec un taux plus élevé. La CHL est là-dedans. Moi, j'ai bien la misère à saisir ça. J'aimerais ça. J'ai la misère à comprendre que quand tu as plus de cash, ton taux est plus élevé. Ça On me va rentre juste pas vulgariser dans la ça. tête. On va vulgariser ça le plus simple possible. Explique-nous ça, s'il te plaît. En fait, premièrement, c'est pas nécessairement la garantie, c'est l'assurance sur le prêt, parce que c'est ça qui est important de savoir. On parle de CHL, là, qui est probablement le plus gros assureur au Canada, mais il y en a techniquement 2 autres. Comment ça fonctionne, en fait, c'est que lorsqu'on met moins de 20 de mise de fonds, la banque demande à ce que le prêt soit assuré par un assureur. Cette assurance-là, en fait, c'est pas pour les clients, c'est pour l'institution financière. Pourquoi? Parce que quand on met 5 de cash down, et si la banque doit reprendre la propriété et elle doit revendre le même prix, elle ne fera pas d'argent. Elle ne fera pas d'argent. Limite, elle peut en perdre en payant un courtier, des choses comme ça. Donc, quand elle reprend la propriété, son risque est plus élevé. Quand elle fait assurer le prêt par la SCHL garantit de revoir son argent si jamais la SCHL reprend les clés au propriétaire. Donc, ce qu'il y a comme mécanique là-dedans, c'est que la banque se dit, moi, j'ai aucun risque à prêter l'argent à monsieur X et Y, donc je vais offrir un taux d'intérêt un petit peu plus bas. Versus quelqu'un qui met 20 de mise de fonds, il n'y a pas d'assurance sur le prêt, c'est la banque qui prend 100 du risque à ce moment-là. OK. Mais la banque, elle, avant de prêter, dans le processus, elle fait évaluer la maison, right? Pas nécessairement tout le temps. En fait, maintenant, ils utilisent un système interne où toutes les valeurs de vente sont enregistrées dans le système, puis ça donne une fourchette de prix en réalité. Donc, ça ne dit pas nécessairement ça vaut tant, puis il n'y a pas un évaluateur qui se déplace sur place
à toutes les fois parce que ça coûterait beaucoup trop de frais. Donc, ils utilisent le système interne comme ça pour pouvoir émettre une valeur sur la propriété. Et ce qu'on a vu un peu dans les derniers temps post-pandémique, c'est des propriétés qui ont perdu de la valeur. Donc, ça aussi, c'est un risque que la banque prend lorsqu'elle ne fait pas assurer le prêt. Curieusement, avec les nouveaux rôles d'évaluation municipale qui commencent, je crois, en 2025, où ça dépend peut-être d'une région à l'autre, d'une MRC à l'autre, je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais les valeurs sur les comptes de taxes, dans plusieurs cas, ont explosé. Oui. Est-ce que ça change le potentiel d'emprunt de quelqu'un? Tu sais, comme quelqu'un qui dit, ben moi, finalement, ben, je vais me refinancer, j'ai du lousse, ma maison, ils l'ont augmenté de 30 ou ça ne marche pas tout à fait comme ça parce que tu vas me dire, on regarde les revenus et tout ça, toutes sortes de ratios. Est-ce que ça a un impact là, dans ce contexte-là? En fait, aucun. Grosso modo, les valeurs municipales, on n'en tient pratiquement jamais compte. À part si c'est un terrain seulement, mais là, on parle de complètement autre chose. Sur une propriété, c'est vraiment les valeurs marchandes qu'on va utiliser pour déterminer le maximum de capacité d'emprunt. OK. Ouais. En L'autre fait, volet que je. Oui. je vais juste ajouter un petit quelque chose rapidement à ça. La seule raison pourquoi les municipalités augmentent les valeurs des propriétés, c'est probablement juste pour augmenter la taxation également. Ouais, mais là, ils vont nous dire qu'ils réduisent le taux, mais au net, le C'est compte ça. de taxe augmente. Là, c'est. Sinon, il n'y a aucun avantage à aller majorer les valeurs comme ça aux valeurs réelles du marché, là. Moi, je peux te dire par expérience, ça, puis je vais te poser une question là-dessus. Je ne sais pas si tu as dealé avec des travailleurs autonomes. Personnellement, je trouve les banques un peu archaïques. Tu me donneras ton opinion là-dessus. Parce qu'ils traitent les travailleurs autonomes, on dirait tous au même niveau. Et certains travailleurs autonomes peuvent avoir de la business récurrente. Exemple, un comptable professionnel, tu sais, qui revoit ses clients à chaque année, ses compagnies à chaque année, qui a une business complètement récurrente, versus un autre travailleur autonome que c'est très aléatoire. Ça peut être un agent d'immeuble, par exemple. Peu importe là, quelle est la nature du travail autonome. J'ai cru constater que les banques font aucune différence avec la nature du travail autonome. Est-ce que tu as constaté ça? Et puis, est-ce que tu, tu partages mon opinion ou c'est la En première fait, fois qu'on te présente ça? non, en fait, c'est un petit peu différent. C'est que le travailleur autonome, dépendamment quel type de travailleur autonome, parce qu'on a le travailleur autonome à son nom personnel, mais nous, les travailleurs autonomes qui ont également une incorporation, on va les considérer dans le même programme qu'un travailleur autonome à son nom personnel. Dépendamment de la nature, je ne pense pas que la nature détermine nécessairement la capacité d'emprunt en tant que telle. On va regarder encore une fois le risque global de la personne. Généralement, là, on y va vraiment avec un prêt standard, pas de programme, rien du tout. On va demander un historique de 2 ans pour les travailleurs autonomes. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer de la constance des revenus. En plus, les travailleurs autonomes qui sont en leur nom personnel, quand on fait une moyenne de 2 ans, on peut même aller majorer le revenu s'il y a une constance à la croissance. Tandis qu'un travailleur qui est incorporé, qui se verse soit salaire, dividende, lui, on va faire la même mécanique. Donc, on va prendre la moyenne 2 ans, mais il n'a pas le droit à sa majoration, par contre, vu que c'est soit un salaire ou un dividende qu'il se verse. Donc, il y a quand même un peu d'ouverture, moi, je trouve, là, sur ce qu'on peut faire avec un travailleur autonome. Maintenant, c'est de voir est-ce que la personne déclare tous ses revenus. Le rendu là, ça, c'est une autre histoire. C'est souvent plus ça qu'on voit, où on déclare autant de revenus que de dépenses, ce qui fait qu'on arrive à un revenu peut-être un peu moins important, là. Mais souvent, on entend dire que les banques vont jusqu'à 65 de la valeur de l'évaluation. Moi, je l'ai connu personnellement, là, puis j'ai vu des clients travailleurs autonomes qui sont tous prêts avec ça. Tandis que monsieur, madame, tout le monde, qui travaillent de 9 à 5, qui ont été 4 dans le rapport d'impôt, ben, eux, ils ont droit à 80 est-ce que ça a évolué là, ou c'est resté encore dans ces ordres de grandeur-là?
En fait, si on y va généralement, j'ai pas eu un dossier où j'ai été limitée par le ratio prêt-valeur qu'on appelle, donc le montant du prêt versus la valeur de la propriété, selon la nature du travail. En fait, on va la plupart du temps à 80 %. Des fois, on peut être plafonné à 75 si le dossier est un peu plus risqué, mais de systématiquement stipuler qu'un travailleur autonome était maximisé à 65 %, ça m'arrive pas. OK, mais c'est peut-être que ça a changé avec le temps, là. Ouais, Ça fait quand même, une couple d'années de ça probablement. et Puis, non seulement ça, les travailleurs autonomes, il y a des prêteurs alternatifs où on peut même aller en autodéclaration. Donc ça, c'est vraiment des programmes qui peuvent devenir pertinents, par exemple, des gens dans la construction, des choses comme ça. On peut y aller un petit peu plus funky. tu demandé tantôt, des exemples de gens qui ont fait une bonne affaire avec toi. On a bifurqué, est-ce que tu as Oui, des exemples à me donner? oui, ben en fait, j'en ai quelques-uns. Tu sais, là, je suis allée dans des On cas va où laisser faire évidemment les noms et les adresses, là, mais oui, je c'est je ça. veux entendre des cas réels, là, tu sais? Des cas réels, exactement. Ben, j'en ai un qui était vraiment, particulier. C'était la première fois que j'ai dû faire ça. C'est une cliente qui restait un très peu d'hypothèque sur sa maison, mais on voulait refinancer pour aller éclairer quelques petites dettes. Rien de dramatique, quelques petites dettes, remonter l'amortissement tout simplement pour alléger les paiements. Puis, en sortant le registre foncier, on s'est aperçu qu'elle devait un montant au-delà de 50 000 à l'impôt qui était enregistré sur sa propriété. Elle disait ne pas être au courant, peu importe, c'est pas important rendu là. Fait que ce qu'on a fait, en fait, sachant qu'on était quand même d'avance pour le renouvellement, on a trouvé un prêteur alternatif qui était prêt à tout clairer. Donc, on payait les dettes, l'impôt, on remettait la maison, on faisait les corrections au bureau de crédit pour remonter les codes de crédit aussi. On a laissé le prêt dans le prêteur alternatif 6 mois, le temps que toutes les dettes s'effacent au bureau de crédit, que le registre foncier soit à jour avec la quittance pour l'impôt. Puis 6 mois après, ben, on est retourné vers une banque standard tout simplement. Fait que depuis ce temps-là, tout est nickel, plus de dettes. La cliente est complètement satisfaite. C'est ça, les prêteurs alternatifs, des compagnies d'assurance, c'est des tentacules de banques qu'on connaît? Qui C'est vraiment, sont-ils? c'est ça. En fait, il y a trois types de banques en réalité avec qui on travaille. Donc, nous, on les appelle A, B, C. A, c'est les prêteurs standards que tout le monde connaît, les grandes institutions financières. Même les prêteurs virtuels se retrouvent dans le A parce que ce sont des taux d'intérêt standards. C'est vraiment des prêts réguliers, on va dire. Ensuite, on a les banques B, donc qui sont des banques à titre de banque alternatives, qui vont aller dans des dossiers un petit peu plus crunchy, des problèmes de crédit, des travailleurs autonomes un peu moins droits, on va dire ça comme ça. Ils vont aller avec des ratios plus élevés. Ils vont aller ils vont être limités des fois par le territoire, là, ça peut jouer un peu dans la pendule, mais sont beaucoup plus flexibles sur tout ce que les banques, eux, peuvent dire non catégoriquement, eux peuvent dire oui. Et ensuite de Alors évidemment, ils chargent un peu plus cher, là. Ils chargent des taux, il y a peut-être charge des frais. Y a-tu des frais aussi? c'est ça. On peut avoir des frais de dossier allant jusqu'à 2 et il y a des taux d'intérêt un petit peu plus élevés que qu'est-ce qu'on peut négocier. On peut dire, mettons, un 1,5 de plus que les taux d'intérêt réguliers. Je dis ça Les frais de sommairement. dossier, ils se ramassent dans le prêt, c'est que ça passe mieux, là, mettons. Exactement. Mais ce sont des solutions temporaires dans le meilleur des mondes, là. On utilise ça 1 an, 2 ans gros max, puis après ça, on retourne vers le prêteur régulier dans le meilleur des mondes. Ensuite de ça, on a les prêteurs C qu'on appelle les prêteurs privés. Donc, ce sont des gens qui prêtent de l'argent sur des biens immobiliers qui, eux, vont tout simplement se fier sur la valeur de la propriété pour faire un prêt. Ils ne regarderont pas nécessairement la qualification, ils ne regarderont pas le bureau de crédit. Ils vont dire, bon, ben parfait, moi, je finance cette maison-là à 50-60 %. Fait que ça, c'est des prêts qui sont beaucoup plus salés. Donc, on parle de plus gros frais de dossier, on parle de plus gros taux d'intérêt. Et la plupart du temps, vu que les taux d'intérêt sont assez salés, on paye que les intérêts seulement, donc on ne rembourse pas de capital. Ça, est-ce que tu deals avec ces gens-là, toi, dans les cas extrêmes? Oui, on en fait quelques-uns. Moi, c'est pas nécessairement ma niche. Il y a des courtiers hypothécaires que c'est un peu plus leur dada. Moi, je les utilise simplement pour patcher un trou le temps qu'on ait besoin de corriger quelque chose, mais en toute franchise, c'est pas mon core business du tout. Mais on en fait si jamais il y a des besoins particuliers à ce moment-là. C'est qu'on y va avec les banques A, si ça marche pas, tu s'en vas dans le B, puis si ça marche pas, ça s'en va dans le C. Puis là, après ça, la personne prend une décision, qu'est-ce qu'elle fait là?
Après ça, c'est découragé ou détérioré. Ouais, après ça, ça va moins bien. Mais en fait, tu sais, on parle de C dans des situations critiques, mais c'est déjà arrivé, c'est drôle, hein, des gens qui flippent de l'immobilier. C'est super pratique parce que c'est des prêts court terme, mettre la maison à terre, rapioche tout ça, puis après ça, on claire le prêt. Fait que ça peut être des solutions temporaires, mais c'est ça, on essaie de rester là le moins longtemps possible. Qui veut se refinancer, là. Est-ce que c'est toujours un paquet de troubles? Tu sais, moi, je l'ai connu, ça, dans ma vie. Tu veux te refinancer, mais là, tu veux emprunter un montant plus haut que la dernière hypothèque qui était autorisée. Et puis là, ben, soudainement, ben là, on t'a beau dire que ta maison vaut tant, tu as l'évaluation qui le prouve et tout. Et là, il faut que tu ressortes tous tes documents, tes 2 dernières années, tes avis de cotisation, tes revenus, etc. C'est qu'on recommence tout à zéro, comme à chaque fois. Est-ce que c'est souvent pénible comme ça? Ou des fois, c'est plus léger? Est-ce que c'est assez compliqué avec le temps ou allégé? Ça s'est compliqué un petit peu plus. Les banques sont, surtout maintenant avec le blanchiment d'argent et tout ça, toutes les lois qui sont en train de se passer à travers tout ça, ça devient un petit peu plus laborieux. Donc, beaucoup de documentation à faire signer. Oui, il faut sortir la paperasse. De là, pourquoi on ne le fait pas aux années, là, nécessairement non plus un refinancement. On essaie d'en faire une, deux fois aux 5 ans, mettons, là. Mais oui, c'est un petit peu plus laborieux. Souvent, en fait, ça a l'air pire que c'est parce que talon de paie T4, c'est à peu près ça, pièce d'identité qu'on a besoin, mettons, pour un travailleur régulier. Où ça va être vraiment plus complexe, c'est les travailleurs autonomes. Il y a toujours plus de paperasse là-dessus parce qu'il faut prouver les revenus qu'on a déclarés aussi, là. Ton genre de client, toi, que tu. C'est pas le but de l'émission nécessairement, là, mais c'est quoi ton genre de client standard, là? C'est quelqu'un, comme on disait, là, qui est à 4 mois de son hypothèque, l'honnête citoyen, le couple retraité sans risque. C'est quoi ton profil? Il y en a-tu Je, un ou c'est très en, varié comme. toute, en toute franchise, il y a pas de profil type, je pense, dans la clientèle en tant que telle. Par contre, je ne suis pas une spécialiste du prêt privé, comme d'autres vont faire. En fait, il y en a qui sont des spécialistes du refinancement. Je touche à tout. En fait, mon début de carrière a été dans un endroit où on voyait de toutes les couleurs, des beaux, des moins beaux, des jaunes, des verts. On a tout essayé, on a tout vu. Ce qui fait qu'en fait que j'ai accès à tous les produits parce que je les connais pratiquement toutes, sans vouloir me vanter, là. Mais j'ai pas de niche en tant que telle sur quoi que ce soit, là. Il y a une année où 90% de ma business était des renouvellements, tout simplement. Pas de refinancement, des renouvellements. Une autre année où 60% de la business, Renouvellement. La personne est déjà dans une banque, elle n'est pas avec toi. on fait juste renouveler ailleurs pour avoir un meilleur taux. On fait juste un switch. Donc, la personne, elle change de banque. Il n'y a pas de pénalité parce que le terme est arrivé à expiration. Ouais, Il n'y pas a de aucun pénalité. frais de sortie quelconque de la banque. Zéro. En fait, souvent, les institutions financières vont payer beaucoup, vont payer les frais de transfert, frais de notaire s'il y a lieu, puis frais d'évaluation la plupart du temps. Fait qu'en réalité, c'est juste, on fournit la paperasse, on fait le switch, on va signer, ça prend 2 minutes au notaire, on signe le papier, tout est fait. Tu vas amener des clients dans une banque avec qui tu as négocié. Ils vont payer, tu dis, les frais de notaire, Frais les frais de d'évaluation. transfert. Ça peut totaliser combien, tous ces frais-là, là? Mettons, de base, c'est frais de notaire, frais d'évaluation s'il y a lieu, parce qu'il n'y a pas des évaluations dans tout, comme j'expliquais tantôt. Totalisant un 1002 plus un 400, 500, fait qu'un 1007, mettons. OK. Ouais. Fait qu'il y a quand même une compétition assez féroce avec les banques ou elles Ben, sont tous amis ou ben ça joue dur? ça joue dur, ça joue du coude là, ces temps-ci. Un peu moins. Octobre, novembre, c'est toujours des mois un petit peu plus au ralenti, ce qui fait que les banques sont moins agressifs sur les promotions, sur les remises en argent, sur tout ce qui s'ensuit. Parce qu'effectivement, là, on peut avoir des remises en argent qui sont au-delà des frais que ça va coûter de base. Fait que des fois, on sort même un petit cash en changeant d'institution financière. Le rendu là, il y a plein de barèmes là-dedans, là, mais on décortique tout ça avec chacune des personnes selon chacun des besoins. Fait que ça peut être un renouvellement simple, sans devoir aller chercher d'argent, sans remettre sur un amortissement plus long. On peut faire des refinancements, effectivement, où on va chercher de l'argent, ouvrir des marges de crédit, name it. Puis on fait une panoplie d'achats aussi. Les hypothèques, il y a beaucoup de gens qui les renouvellent en fin 2024, 2025 et 2026. Là, je lisais
en début d'année, je pense que c'était 70% des gens qui renouvelaient, parce que les gens, leur terme favori, je pense, c'est 5 ans. Oui, en fait, Et, historiquement, c'était 5 ans. Là, la tendance, elle a un peu changé depuis que les taux ont un petit peu augmenté. On se dirige plus vers du 3 ans ou du variable. C'est pas mal les deux niches qu'on voit le plus. Fait que c'est ce qui fait que tous les 5 ans et 3 ans vont arriver amalgame à peu près 2025-2026. J'ai sorti justement mes statistiques un peu plus tôt pour voir que 45 de mes renouvellements vont arriver en 2025-2026. donc, ça Effectivement. corrobore un peu ce que je te disais. Et là, ben, est-ce que ça va faire des maisons à vendre? Parce que les gens qui étaient à 2, je sais pas, tu dois les vois sûrement, tu sais, des gens qui étaient à 1,8, 2, 2,2%, qui soudainement se font dire, Monsieur, Madame, maintenant, c'est, je sais pas moi, le 5 ans est à 4,4, 4,6, ça dépend des banques, là. Ouais. Euh, et il y a beaucoup de gens qui savent pas trop compter. Tu me confirmeras ou infirmeras ce que j'avance. Donc, il y en a beaucoup qui risquent d'avoir des surprises dans les prochains mois. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas du tout. En fait, ils risquent de faire le saut en voyant le nouveau calcul de paiement que ça va donner. Parce qu'en réalité, lorsqu'on arrive à échéance, par exemple, après notre premier terme de 5 ans, ben, notre prêt reste sur 20 ans si on avait pris 25 ans. Donc, les paiements ne sont plus calculés sur 25 ans, ils sont calculés sur 20 ans au taux du jour. Donc, oui, en fait, on s'attend à ce que plusieurs personnes fassent le saut en recevant leur renouvellement d'hypothèque, mais mêlé à tout ça, le but d'un courtier, c'est justement de trouver des stratégies pour voir si ça fait du sens de renouveler à ce taux-là ou est-ce qu'on refinance juste pour aller allonger l'amortissement puis diminuer les paiements le temps que ça s'essouffle un peu ou le temps que les revenus changent. Donc là, ça va être Parce de voir, ça va être tout un nouveau marché, je pense, 2025-2026. quelqu'un qui a 5 ans de payé, là, qui a signé 25 ans, exemple, puis que là, il est rendu à le terme, ben, il arrive à terme après 5 ans, c'est 20 ans. Est-ce qu'il peut dire, ah, mets-moi ça sur 25 ans, ça va me donner un break? Est-ce que ça se fait ou c'est toute une histoire? Ça se fait, mais ça dépend. Dans le sens où si on a acheté, par exemple, avec la SCHL, on était sur 25 ans, puis il reste 20 ans. La SCHL, elle ne permet pas de refinancer. Donc, dépendamment de la valeur de la maison, si on veut aller allonger l'amortissement, il va falloir faire une demande de refinancement tout pur et dur. OK. Donc, toi, qu'est-ce que tu prévois, toi, dans les prochains mois? Est-ce que tu as réfléchi à ça ou t'es noyé dans ton quotidien et tu n'as pas le temps de penser? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Tu dis, attends une minute, là, il va y avoir de la maison à vendre ou non? Il y en a qui capotent pour rien. J'ai entendu certains courtiers qui disent, ah, les gens s'ajustent. S'ajustent quand ton paiement passe de 1 500 à 2 400. Les gens s'ajustent. Pas convaincu de ça, moi. Mais toi, comment tu vois ça, là, en toute franchise? À date, l'écart n'a pas été aussi drastique à date. On a vu des gens qui étaient plutôt à 3 qui maintenant signent à 4,5, qui est pas si pire comme écart. Mais effectivement, je pense que le 1 point quelque versus le 4 point quelque, lui, va faire plus de mal et je ne sais pas à quoi vont ressembler ces dossiers-là encore. Ça va rester un mystère jusqu'à ce que le premier arrive, mais je crois d'emblée que les gens qui achetaient, de ce que je me souviens, en 2022-2021, ils étaient assez fortunés déjà à ce moment-là. Donc, c'était rare des achats avec 5 bien serrés à la gorge. C'était des gens qui avaient un peu plus que 5 qui avaient de l'argent encore de côté, même après la mise de fonds. Donc, je pense que ça devrait bien aller, mais on risque d'avoir quand même des petites surprises, là, ça, c'est sûr et certain. On parlait des taux 3 ans, 5 ans, etc., qui suivent symétriquement les taux obligataires Exact. du gouvernement canadien, mettons. Euh, Est-ce que tu t'es intéressé à ça, à ce marché-là? Qu'est-ce qui fait varier ces taux-là? Parce Euh, qu'étant donné qu'ils sont en arrière des variations de taux hypothécaires, ben, des fois, c'est bon de comprendre ce qui se passe en arrière. En toute franchise, je suis très loin d'être une économiste, donc j'écoute ce que les économistes disent. Je ne comprends pas tout à 100. On n'est clairement pas sur le même pattern, mais je suis beaucoup les courbes. Donc, ça m'aide aussi à prévoir quand est-ce qu'on risque d'avoir une hausse ou quand est-ce qu'on risque d'avoir une baisse dans les fixes.
Mettons du côté courtage où ça devient pertinent pour moi de regarder ça, c'est que je peux appeler les gens avec qui on avait déjà eu une première entrevue 4 mois avant pour justement dire, bon, mais gars, on annonce une hausse peut-être dans les prochains jours, semaines. Est-ce qu'on se lance tout de suite ou on attend? La plupart des gens vont faire un move si on parle de hausse. Si on parle de baisse, bon, je les achale pas puisque ça sera juste une bonne surprise plus tard. Mais dans des moments où on voit que les obligations augmentent, bien, ça me permet de pouvoir ajuster mon tir puis savoir quand est-ce que je dois rappeler les gens, là. Parce que les taux 3 ans, 5 ans, moi, je regardais ça autour de, my God, au début 2021, les obligations, et on parlait d'un quart, 1,5% de taux de rendement exigé. Et là, ça tourne tout autour de 3%. Fait qu'il y a quand même un écart considérable encore, là, tu sais, on parle de quasiment 2,5, 2,75% d'écart. Mhm. On parle de taux long, là, on n'est pas là pour mélanger le monde, mais c'est ce qui voudrait dire que les taux 5 ans, ben de ce temps-là, tu peux trouver combien, toi, tes bons prêteurs, là, des 5 ans, des bons clients, là, tu trouves quoi avec ta baguette magique? Mettons, si on y va dans le plus bas que j'ai vu, puis ça, c'est vraiment souvent sur des demandes d'exception. Ça dépend quand est-ce qu'on doit passer au notaire aussi, parce que des fois, quand c'est des déboursés rapides, donc si on fait la demande maintenant pour dans 30 jours, on peut avoir des taux promotionnels. Je te dirais autour de 4,15 pour un 5 ans, allant jusqu'à 4,30. Ça serait pas mal la moyenne, là. Fait qu'on fait du progrès, là. Ça avance, tranquillement pas vite. As-tu un dernier exemple d'un client content? Tu sais, tu t'en avais, ben, on passe Oui. d'autres choses, là. Donne-moi un autre exemple. J'ai un client dans le passé, en fait, qui voulait partir son parc immobilier. Tu sais, c'est le rêve, c'est ce qu'on vend sur internet un peu. Puis son plan, en fait, selon sa situation, faisait du sens, mais il était mal organisé dans ses finances à ce moment-là. Donc, on a fait vraiment un plan de match concret pour acquérir jusqu'à 3 propriétés après qu'on mette en place son hypothèque sur sa maison. Donc, en mettant en place le scénario de refinancement sur sa maison, ouvrir des marges de crédit pour faire des prêts leviers pour d'autres acquisitions, eh bien, dans l'année qui suit, il a acquéri les 3 propriétés qu'il souhaitait acquérir en investissement locatif. Fait que des fois, c'est juste de bien travailler en amont pour prévoir où est-ce qu'on s'en va par la suite. Puis cette personne-là, d'après moi, elle n'a pas fini d'investir dans l'immobilier. C'est juste que là, avec le marché qui est un petit peu plus dur, le locatif est un peu moins intéressant. Mais si il y a une relancée, cette personne-là va être partie pour pouvoir se créer un parc incroyable, même qui risque de sortir de mes capacités de financement à un certain point, là. Sabrina, écoute, je ne veux pas abuser de ton temps. Si les gens sont intéressés à en savoir plus sur tes services, là, est-ce que tu peux comment te rejoindre? As-tu un numéro de téléphone? Es-tu accessible par téléphone? Téléphone, courriel en tout temps accessible. Ton Donc, téléphone, c'est quoi? Je vais l'écrire tout de suite. c'est le 438 Oui, 453 oui. 7290. On va le faire apparaître à l'écran. Donc, Sabrina Portillo, c'est comme ça? Exactement. Donc, pour les gens qui nous écoutent à la radio, Sabrina Portillo, 438-453-7290. 438-453-7290. Et ceux qui sont plus à l'aise par écrit, c'est quoi ton courriel? C'est le S Portillo. Ah, ben oui, je l'ai utilisé. Après ça, À commercial spfinance au singulier.ca. S comme Sabrina, Oui, spfinance.ca. exact. Donc, ça pourrait ressembler à ça. C'est parfait. S Portillo, SPORTILLO, spfinance.ca. Et puis, toi, des clients, amenez-en, tu es capable d'en prendre. Oui. En fait, mon équipe est Mais en y train a-t-il de des moments de grossir. l'année? Comment? Y a-t-il des moments de l'année que vous êtes loadé? J'imagine que c'est au mois d'avril ou bien c'est un peu c'est régulier ou comment ça marche?
Un Euh, courtier? Habituellement, les grandes périodes sont février, mars, avril, préparation pour les achats de l'été. Mais puis aussi, les renouvellements sont beaucoup en juin, juillet, à août, vu les achats qui se sont faits dans ces moments-là. Donc, le plus gros de l'année, habituellement, c'est à ce temps-ci, mais on voit déjà un mouvement en date d'octobre aujourd'hui que les gens se préparent pour un achat 2025. Fait qu'il n'y a plus nécessairement de bon timing là, pour une hypothèque en tant que telle. Je pense que je vais te remercier. Je vais mettre ton affiche sur le site web de radioréveil.ca dans la section émission de Daniel Pilon. C'est que, mesdames, messieurs, Sabrina Portillo, 438-453-7290 ou par courriel sportillo@spfinance.ca. Merci, Sabrina, sincèrement, d'avoir pris ton temps pour venir jaser hypothèque avec moi. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis si jamais il y a d'autres questions, on se refera une autre petite émission. Oui, on va absorber tout ça et puis au plaisir de récidiver. À la prochaine. Donc, c'était Sabrina Portillo, courtier hypothécaire. Likez-moi ça et partagez-moi ça. Et sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne pour que tout le monde en sache plus dans l'industrie hypothécaire. Daniel Pilon, chroniqueur des vrais penseurs. Au revoir.